inviter les personnes qui sont encore debout à s'asseoir et à découvrir à la fois la thématique et les deux témoignages témoins, témoins de cette table ronde. Donc, dans la foulée de la première table ronde sur le chemin de la société à mission et les zones d'éclairage qu'on a pu y apporter, et puis du regard Back to the Future ou Future Back sur la loi Pacte, ses conditions de formulation et puis là où on est aujourd'hui, il nous a semblé intéressant de pouvoir poser quelque chose en face de l'enjeu de compétitivité qui semble primer aujourd'hui dans la vie des entreprises, qui est celui de l'attractivité à la fois pour l'interne, mais aussi pour les investisseurs. Donc c'est pour ça qu'on a intitulé cette table ronde levier, société à mission, levier d'attractivité et de résilience des entreprises, parce que ces deux mots-là sont importants à pouvoir conjuguer. Et bien sûr, dans la dimension résilience, il y a aussi la résilience économique, mais il y a la résilience au global de notre société. Donc, dans cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Lorraine Arthur de Villarmois, qui est membre du COMEX, je sais pas, du COMEX de KeyNoGuard. KeyNoGuard, c'est un acteur majeur de l'aide à la personne, avec à la fois des marques comme non, Epictet, avec des marques comme KeyNoGuard, Complétude, Amélis. Lorraine, vous êtes à la fois avocate de formation et diplômée HEC, avec un regard particulièrement aiguisé sur la finance durable, que ce soit la finance en entreprise, la finance avec un regard investisseur. Vous êtes aujourd'hui pilote de la transformation du groupe Epictet, en directrice juridique et impact. Et on est ravis d'accueillir votre témoignage en dialogue avec Claudia. Claudia qui fait partie de Généo, elle est business partner et en charge de la sustainability et de l'accompagnement à la co-construction au déploiement des stratégies durabilité et impact. Après une carrière quasiment longue dans le conseil, on a eu l'occasion de se côtoyer avec bonheur et ça lui donne un regard particulier justement dans la façon d'accompagner les sociétés dans lesquelles Généo investit, à la fois sur la dimension de l'impact, qu'elle met au cœur des sujets, mais aussi sur la dimension de la résilience et de la performance globale. Donc, vous faites toutes deux parties d'une entreprise qui, pour l'une, est déjà société à mission, pour l'autre, s'est engagée sur ce chemin. J'ai envie de commencer par Lorraine. Vous êtes actuellement en réflexion sur votre mission sociétale. Qu'est-ce qui vous a amené à entamer cette démarche? Merci pour cette présentation. Pour ma part, quand je suis arrivée dans le groupe Epictet, la décision était déjà prise. Donc, qu'est-ce qui a poussé Hervé Lecade, fondateur du groupe Epictet et de KeyNoGuard, Complétude, et aujourd'hui la stratégie en fonction de la réussite, qu'est-ce qui a poussé à prendre cette décision? Je pense très largement à l'investissement de Généo, notamment. Je pense que, et c'est pas la première fois que je le vois, quand un investisseur arrive en disant bah, je suis prêt à investir X millions chez vous, là il y a juste une clause, donc vous allez embaucher quelqu'un et vous allez devenir société à mission. En général, les présidents disent oui, d'accord, j'enverrai ça à mon avocat, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'ils signent sans savoir ce que ça veut dire. Alors, un témoignage intéressant de Lorraine, d'autant plus que voilà, ce qui peut courir dans la société aujourd'hui et dans les médias, c'est que les investisseurs, au contraire, ont tendance à privilégier les seuls indicateurs économiques. Alors, qu'est-ce qui fait que Généo, au contraire, en contrepoint de cette posture un peu étriquée, on va dire, a la volonté d'inciter les participations qu'elle est amenée à investir, à devenir société à mission, ou même dans un premier temps à réfléchir sur leur raison d'être. Ça correspond à quelle envie, à quel objectif. Alors, je pense que la jeunesse de tout ça, c'est avant tout pourquoi est-ce que Généo est une société à mission, puisque il y a aussi, on va dire, un aspect nécessaire d'exemplarité. Pas demander à nos entreprises investies de faire quelque chose qu'on ne s'impose pas à nous-mêmes.
Et donc, devenir société à mission pour Géo, c'était assez naturel, puisque, rappeler un peu ce qu'a dit Fanny en introduction, hein, Géo est une société d'investissement et d'ordine, c'est-à-dire qu'elle a 99 ans d'existence. Ça nous distingue de la plupart des fonds fermés qui vont avoir 10-12 ans d'existence, et donc, par conséquent, ça nous permet de remettre le temps long au cœur de nos préoccupations. Or, les professionnels de la durabilité le savent parfaitement. On ne peut pas travailler sur des sujets d'impact, des sujets de RSE, de durabilité, si on n'a pas le temps de le faire. Le temps de faire de l'investissement, le temps de prendre des décisions, le temps de se structurer. Donc, par conséquent, cet aspect temps long et donc le fait de devenir société à mission est assez constitutionnel à Géléo. Et donc, ça nous a permis de, quelque part, en tant qu'investisseur, faire cette proposition de valeur-là à nos entreprises d'investissement. Donc, finalement, si je reviens un peu sur cette question du temps, on le voit beaucoup, et je l'ai vu aussi personnellement à l'occasion voilà, des clients que j'ai pu accompagner par le passé, la plupart des entreprises, grandes ou petites, hein, par ailleurs, c'est pas du tout une question de taille, sont souvent extrêmement préoccupées par les sujets de gestion des risques, hein, terme, les problématiques qui vont arriver tout de suite, la crise qui va arriver demain, la trésorerie, etc. Et bien évidemment, le contexte dans lequel on vit aujourd'hui a tendance à amplifier cette réaction un peu épidermique et problématique pour terme. Et donc, la société à mission, finalement, pour nous, en tant qu'investisseurs, elle a plusieurs intérêts. Et le premier, c'est de remettre le temps long au sein de la stratégie d'entreprise. La gestion des risques, c'est bien, c'est absolument nécessaire, mais il n'y a pas que ça. Comment est-ce qu'on peut saisir une opportunité? Comment est-ce qu'on peut créer un produit? Comment est-ce qu'on peut créer une offre durable? Comment est-ce qu'on peut se projeter sur l'avenir, identifier des méga-tendances, identifier une prospective, si on est vraiment la tête dans le guidon, le nez dans le guidon, pardon, et si on prend pas un peu de recul de temps en temps. Il y a la société à mission a cette capacité d'interroger l'horizon de temps sur lequel le dirigeant d'entreprise se situe. Et puis, il y a aussi deux autres sujets. Hein. Le premier sujet, c'est celui de la pérennité. Se poser simplement la question de qui suis-je aujourd'hui? Qui serai-je dans 10 ans? Est-ce que je serai là encore dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Et donc, fatalement, avec un monde qui bouge énormément, avec un contexte géopolitique, politique, économique, etc., social extrêmement mouvant, eh bien, il faut anticiper. Donc, cette question de la pérennité se pose, et la question aussi de la robustesse, hein, bien évidemment, de son modèle d'affaires se pose. Robustesse, c'est quoi? C'est la capacité de s'adapter très rapidement, de s'ajuster à des crises permanentes. Société à mission, pour nous, c'est une manière pour l'investisseur et donc pour l'entrepreneur que nous soutenons de s'interroger sur la capacité du modèle d'affaires de l'entreprise à être robuste, à être pérenne, et aussi à regarder 360 autour de lui des problématiques financières, mais aussi environnementales, sociales, sociétales et de gouvernance. Et pour toutes ces raisons, la société à mission est un outil qui permet de repenser et de re-questionner le modèle d'affaires de l'entreprise pour une meilleure pérennité. Or, nous, tout ce qu'on veut, c'est avoir des entreprises qui sont à la fois robustes et pérennes, puisque c'est là-dessus que finalement notre métier est basé. Merci. Alors, Lorraine, vous expliquiez que la décision, en tout cas l'impulsion à devenir société à mission, préexistait à votre arrivée chez Epictet. Vous êtes actuellement en cours de réflexion par rapport à l'idée que vous en faisiez, si vous en aviez une, du début de cette démarche. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de votre rapport d'étonnement, de ce que cette réflexion sur votre raison d'être, où est-ce que vous en êtes sans révéler le contenu, mais voilà, qu'est-ce qu'amène cette démarche par rapport à l'intention initiale et par rapport à vous, votre rôle en tant que directrice de l'impact? Est-ce que ça change la vision que vous avez de l'impact? Alors, déjà, parce que pour répondre à cette question, il faut préciser le contexte parce que la société à mission, c'est un cadre, et étonnamment, c'est du droit positif pur, mais pourtant, c'est un cadre assez souple et qui s'adapte très bien aux différentes réalités d'entreprise. Donc, nous, dans notre cas particulier, on est sur une entreprise familiale qui a été longtemps une PME familiale, qui est en train de se transformer en ETI avec toutes les problématiques liées à la croissance
voire à l'hypercroissance. C'est une entreprise qui est dans le secteur des services à la personne, qui est un secteur extrêmement régulé, qui historiquement a été sur les services de la garde d'enfants et du soutien scolaire, et qui, du fait de l'évolution de la pyramide des âges, c'est un secteur qui arrive à maturité. Alors qu'à côté de ça, il y a un énorme besoin qui est en train d'être très très largement identifié sur le maintien à domicile des personnes âgées, des personnes handicapées. Donc, on est en train de faire un pivot stratégique avec différentes acquisitions. On est en plus dans une stratégie d'acquisition assez effrénée. Et tout ça avec donc une entreprise très top-down, fondée par des ingénieurs qui a 40 ans, qui forcément se pose la question de ce qu'ils vont transmettre, à qui ils vont le transmettre, comment, ce qu'il restera de leur valeur. Donc déjà, c'était le cas. Donc. Et j'ai un peu répondu un peu comme une boutade, dire qu'est-ce qui a présidé à ce choix. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on évolue presque d'un choix par défaut, qui est très heureusement impulsé par des investisseurs. J'ai presque envie de dire, la question à poser, c'est pourquoi est-ce que une entreprise va choisir un investisseur comme Géo? Ça veut dire qu'en fait, il y a déjà une envie en germe, il y a déjà des valeurs en germe, il y a déjà une vision du monde, de la société, de ce qu'ils peuvent avoir envie d'apporter à la société. Et il y a tout un travail très intéressant à faire, en fait, de verbalisation de l'existant. Et quand j'ai pris mes fonctions, évidemment, on m'a demandé un rapport d'étonnement. Et moi, en fait, ce qui m'a étonné, c'était déjà leur maturité sur certains aspects d'impact social très positifs, qu'ils n'avaient jamais mis en avant, ni dans leur processus de recrutement, ni dans leur communication externe. Que ce soit la proportion de femmes qui travaillent dans l'entreprise, la facilité avec la longévité des salariés dans l'entreprise. En moyenne, les cadres sont dans l'entreprise depuis 20 à 25 ans. Donc, même, et assez, Ça, c'est pas attention, 80% des femmes qui ont eu des enfants, qui souvent sont des aidantes également. Et voilà, c'est vraiment, je me suis vraiment fait la réflexion que c'est des sujets qui sont souvent mis en avant, justement, que ce soit dans le mouvement Impact France ou dans la French Tech, en disant comment est-ce qu'on peut le faire pour promouvoir la montée en puissance des femmes, la conciliation de la vie privée, de la vie professionnelle. Et là, on tombe dans une entreprise, je tombe dans une entreprise qui ne met pas ça en avant, et pourtant, ils ont plein de réponses existantes. Donc ça, déjà, c'était un point de départ. Après, donc c'est un cadre. Et c'est un cadre qui est assez processé dans la réflexion. Il est prévu, par exemple, le fait que des parties prenantes soient consultées. Et dans une entreprise qui était historiquement très top-down, ça a été une première. Ça a un peu fait trembler. Et ça a été très intéressant de voir les retours d'expérience avec des choses évidentes et des choses surprenantes. De même, comme on est sur une stratégie de pivot et qu'on a réalisé, on va dire, une première acquisition assez structurelle, on se retrouve avec des sujets d'intégration et de culture. Un exemple, chez Kinga des Complétudes, les clients ont toujours été considérés comme des clients. Alors que chez Amélis, dans l'aide à domicile, les clients ont toujours été considérés comme des bénéficiaires. Et la relation commerciale était presque non dit. Et là, il y a un vrai sujet de culture à réconcilier, et il y a, notamment dans la formulation de la mission, des vrais débats sur est-ce qu'on emploie le terme client, est-ce qu'on emploie le terme bénéficiaire, à qui bénéficient nos services. On se retrouve à se poser des questions d'impact, de se dire, en fait, qui sont nos bénéficiaires. Voilà. Alors justement, effectivement, par rapport à cette question d'évolution, cette notion d'impact, ce que je comprends, c'est que vous êtes arrivé dans une entreprise qui faisait déjà plein de superbes choses sans forcément en être consciente, qui avait ce besoin que vous avez identifié de la révéler. Et donc, est-ce que c'est ça qui vient colorer d'un nouveau regard, la définition que vous faites de l'impact? Est-ce que, par exemple, cette réflexion avec les parties prenantes que vous entamez, elle vient éclairer de nouvelles parties prenantes qui n'étaient pas forcément sur la carte mentale d'Épithète ou Alors oui, comment dire?
Est-ce que l'attractivité, du coup, puisqu'on parle d'attractivité, tient sa place justement dans ce rôle avec les parties prenantes? Oui, à plusieurs titres. On va dire que les fondateurs, l'équipe fondatrice, avaient parfaitement conscience qu'ils avaient une entreprise qui avait un impact social et positif pour leurs clients / bénéficiaires. Donc, ça la personne, à côté de ça, il y a une partie prenante, il y a donc les salariés du groupe, les intervenants qui donc interviennent à domicile, qui selon les structures sont salariés ou pas de groupe, ou juste mis à disposition, donc en plus il y a des complexités juridiques non négligeables. Et après, il y a les bénéficiaires directs des services. Et ensuite, il y a les bénéficiaires indirects qui sont les aidants, voire les collectivités territoriales, sans qui ils seraient des citoyens sur leur territoire qui seraient entités et vulnérables, et qui ont des obligations, en fait, un certain nombre d'obligations de soins à ça. Donc, cette réflexion, ça a justement été l'occasion de faire prendre conscience de cet éventail existant de bénéficiaires. Et justement, quand on parle de résilience et de stratégie long terme, on se dit, mais en fait, à long terme, comment est-ce que l'impact qu'on a sur les différentes parties prenantes s'intègre dans notre stratégie, dans notre performance et dans notre durabilité? Et là où c'est particulièrement pertinent dans notre entreprise, c'est que donc, le secteur de l'aide à domicile, du maintien des personnes âgées vulnérables à domicile, c'est un secteur qui est estimé à, je crois aujourd'hui, à 10 milliards d'euros et qui a vocation, je crois, à doubler d'ici 2030 ou 2050, pour lequel il y a très peu de bons acteurs. Sauf que le frein à la croissance économique, donc au fait de gagner des clients, et là, c'est l'absence d'intervenants. Il y a peu ou pas d'intervenants, parce que concrètement, être intervenant à domicile, c'est un mot public pour dire qu'on est femme de ménage, voire qu'on fait la toilette de personnes âgées ou de personnes handicapées, de la W. C'est un travail qui est dur. Comment vous l'attirez, comment vous engagez les salariés là-dessus, comment vous les récompensez, et avec un vrai sujet de payer des salaires, c'est coûteux, c'est chargé. Il y a un vrai sujet de ciseaux financiers. Donc, se poser ce genre de questions, avoir l'opportunité en fait de poser ce genre de questions à ceux qui ont fondé l'entreprise en disant vous avez fait comme ça et comme si pour Kinguard et Complétude, et c'est beaucoup plus facile de trouver des babysitters ou des profs qui donnent des cours particuliers que des intervenants. Comment est-ce que vous voyez les choses? Et puis il y a des problématiques spécifiques. Par exemple, un point qui pourrait être un point de détail, mais qui n'est pas du tout, quand vous avez un intervenant à domicile qui fait plusieurs missions dans une journée. Cette personne va se retrouver à aller de domicile en domicile et va avoir des temps d'intermission. Se pose la question de est-ce qu'on paye cette personne ou pas, pendant combien de temps d'intermission. Là-dessus, la convocation, ça a commencé récemment. Et on a tout un débat de est-ce que nos agences ne pourraient pas être des lieux de vie, d'accueil, où ces intervenants pourraient venir se reposer, être au chaud, prendre un café, parler avec d'autres intervenants. Et c'est très touchant, c'est de voir que des personnes qui ont fondé cette entreprise il y a 30-40 ans, en mettant vraiment des ingénieurs, qui ont se laisser vraiment en plus avec une forte dimension tech, qui d'un coup prennent très spontanément conscience, ils l'avaient déjà, mais en fait, ils sont emmenés au-delà, j'ai envie de dire, de leurs convictions professionnelles dans les retranchements de leurs propres convictions personnelles. Ça, c'est très intéressant et ça peut amener à un certain nombre de surprises. Ah oui, effectivement, parce que on voit bien qu'il y a un lien entre redécouvrir, reparcourir l'impact visible ou moins visible d'une entreprise sur la société et sa capacité avec ce regard de voir le monde différemment, puisqu'en fait, il y a un regard des parties prenantes qui peut amener à être collecté et qui l'éclaire. Donc, ça veut dire que vous devenez aussi maintenant directrice de l'innovation sur la façon d'envisager la conduite des opérations chez Pictet. J'ai pas cette prétention-là, mais je pense qu'on est tous appelés à innover et que globalement, l'équipe a une mentalité plutôt à tourner vers l'innovation. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire de quoi?
Pardon, en fait, donc justement, la question que tu poses sur l'innovation est très bonne et ça fait justement partie de cette manière de voir la société à mission. C'est-à-dire que c'est quelque chose de positif. Et en fait, là, tout ce qu'on est en train de se dire, finalement, qu'est-ce qu'on fait du temps d'intermission? Est-ce qu'on ne crée pas des zones d'accueil pour les intervenants? En fait, tout ça, ça participe de comment je transforme mon modèle d'affaires. C'est exactement ce que je vous disais de manière assez un peu conceptuelle. Là, c'est le concret, c'est exactement ça. Donc, il y a aussi cette manière de vraiment penser la transformation à la fois à l'aune de grands concepts, mais aussi du concret et de la réalité en fait quotidienne de toutes les parties prenantes, y compris hein, les salariés et là, les bénéficiaires. Euh, Est-ce que ça fait partie des critères que vous suivez chez Génio? Tous les fonds d'investissement sont amenés à avoir une grille d'évaluation des progrès de leur participation. Enfin, j'imagine, de ce côté-là. Mais est-ce que cette envie que certaines de vos participations, ou que toutes peut-être, deviennent une société à mission, est-ce que ça se retrouve dans la singularité des indicateurs que vous suivez, ou est-ce que finalement c'est un niveau d'exigence supérieur sur des indicateurs un peu classiques, ESG? Comment ça s'incarne au niveau de ce que vous suivez, au niveau de vos participations, et ça, Lorraine, on sait à quoi elle s'appelle. Alors bien évidemment, on va suivre les progrès de nos entreprises à l'aune d'une batterie d'indicateurs sur l'ensemble des sujets hein, sociaux, environnementaux, sociétaux, gouvernance. Ça, c'est une évidence. Mais bien évidemment, ces indicateurs-là, ils vont refléter uniquement la partie un peu élargie de l'iceberg et ça va nous donner une réalité quantitative de l'entreprise. Mais finalement, cette réalité-là et cette évaluation un peu froide des chiffres, c'est une évaluation qu'on fait annuellement et qui donne lieu à une restitution individualisée pour chacune des entreprises. Restitution qui s'accompagne avec la mise à jour du plan, ce qu'on appelle le plan impact positif, en gros, c'est la stratégie de durabilité de l'entreprise qu'on construit pour les Gémeaux. Eh bien, ça s'accompagne d'un accompagnement sur mesure, d'ateliers de co-construction et d'ateliers de réflexion qui vont être calibrés sur la maturité de chaque entreprise, sur son envie d'avancer et sur les directions qu'elle a envie de prendre. Donc, fatalement, on va se retrouver sur des réalités qui sont éminemment différentes, hein, puisque je n'ai pas la même réalité opérationnelle chez Epitech que je vais l'avoir des très jeunes entreprises du portefeuille qui ne sont pas du même secteur d'activité, qui n'ont pas la même taille et qui ont peut-être une présence internationale ou encore d'autres facteurs différenciants. Donc, oui, on suit, oui, on évalue et surtout, on reste force de proposition, justement, pour amplifier et pour accompagner à la fois grâce à notre communauté, grâce à nos différents clubs, notamment Club Impact, les initiatives qui pourraient être prises par nos entreprises sur leurs envies de se différencier, sur leurs produits, sur leurs offres et sur leur transformation profonde. Non, ce que je peux ajouter, pour vous donner à nouveau un exemple très concret, je me souviens très bien de la première réunion qu'on a eue sur la société à mission. Je pense que, alors que la décision avait été prise, ça a dû mettre 6 mois pour que je puisse vraiment mettre le sujet sur la table et recruter un consultant. Et on avait organisé une réunion, donc pas ici, mais sur un autre de nos investisseurs. Il y avait également une personne dédiée aux sociétés à mission. Et je crois que quand le président du groupe et le fondateur s'est trouvé à je serai motivée en mode avec la société à mission, il faut y aller. Ok. Voilà. Et non, mais c'est vraiment, c'est une conviction que j'ai déjà constatée. Dans l'investissement, l'argent est un levier. On dit que l'argent n'a peut-être pas d'odeur, mais l'argent est un moyen, et notamment en termes de gouvernance. Il y a ici une très bonne représentante de quoi que avoir les investisseurs dans le quotidien de la gouvernance. Et alors, on comprend bien le rôle que peut avoir Généraux, et c'est un peu atypique, comme je disais tout à l'heure, dans le contexte actuel, on a l'impression que le monde de la finance est forcément composé que de vilains financiers, heureusement des financiers. Mais justement, cette posture
à la fois de votre investisseur, enfin d'un de vos investisseurs, les deux, puisque je comprends, et puis ce qui remonte du regard des parties prenantes, y compris, j'imagine, de l'interne. Comment ça fait évoluer la posture de votre fondateur? Est-ce qu'il a l'impression au contraire, de s'enrichir de ce regard extérieur et comment il se voit justement dans cette gouvernance qui va se mettre en place sûrement prochainement? Vous me direz après où vous en êtes de la réflexion sur la modification statutaire. Alors, déjà, c'est deux fois que vous me posez la question, alors je vais vous répondre. Non, on est en version quasiment finalisée de la raison d'être des objectifs statutaires. Donc, l'Assemblée générale est d'ici la fin de l'année, probablement aux alentours du 15 décembre. Donc, on est en train d'entamer la déclinaison en objectifs opérationnels pour s'assurer que les objectifs statutaires correspondent à quelque chose et parlent, entre guillemets. On a stress testé donc, la raison d'être et les objectifs statutaires en interne et en externe, notamment vis-à-vis de nos investisseurs, mais également de représentants de notre fédération, de personnes, entre guillemets, en charge de nos dossiers dans les préfectures. Les retours, ce qui est amusant, c'est que les retours sont positifs et surtout, ils disent que ça reflète totalement l'ADN du groupe, la façon dont il est perçu. Donc ça, c'est tout sympa. Mais avant d'arriver là, comment est-ce que le fondateur du groupe a évolué sur le sujet? Je pense que forcément, il y a de l'ambivalence. Comment dire, il a fondé son entreprise, j'étais pas depuis très très longtemps. Donc, quand moi je vais m'expliquer ce que c'est la durabilité, je pense qu'intérieurement, il doit un peu rigoler. Mais quand même, il y a eu un peu comment dire, des petits points de bascule. Donc, ça fait 40 ans qu'il a fondé son entreprise, se pose la question de la suite. Et donc, avant, je lui ai soufflé que, par exemple, peut-être que le jour où il serait plus président opérationnel, peut-être qu'il pourrait être au comité de mission, voire président du comité de mission. Ah, il était très, très intéressé, très cool. Un autre point de bascule, c'est quelque chose qui a été évoqué, c'est pas toujours de bien comprendre ce que c'est la mission. Et à un moment, pour les titiller un petit peu, surtout les dirigeants fondateurs, je leur avais suggéré qu'on fasse du dog sitting, puisqu'ils avaient l'air de dire, certains, à un moment, par provocation, disaient, non mais, la mission, c'est gentil, mais c'est un joli cadre, quoi, ça va pas changer grand-chose. J'étais, ah, très bien, alors pourquoi est-ce qu'on fait pas du dog sitting? C'est rentable, mais c'est pas réglementé. Et leur réaction spontanée, c'était de dire, bah non, ça ne met personne. Je dis, ah, vous voyez bien, il ne s'agit pas de donner d'argent pour ça vous pouvez. Donc voilà, j'appelle ça la théorie de la technique de la pensée épilée. Face aux gens, c'est pas évident. Donc il y a des ambivalences. Il y a une évolution, et c'est là où voilà, les choses se font peu à peu, et pour le coup, en réponse, c'est très utile d'être accompagné par un consultant. Parce que à chaque fois qu'il y a pu y avoir des sujets de tension, des blocages, des incompréhensions, je pouvais briefer le consultant en amont, qui est dans la salle. Et ça permet en fait de décoincer la situation sans moi me mettre en situation de crispation, de confrontation. Et on sait très bien qu'en entreprise, surtout quand on est estampillé centre de coûts inutiles, on reciterait, mais bon, ça sera sur texte, nous n'avons pas les financer. C'est parfois très difficile en fait d'aller un peu au contact, voire au conflit sur des sujets aussi structurants alors qu'on n'est pas dans l'entreprise depuis longtemps, alors que on est potentiellement vu comme un centre de coût parce que la rentabilité du projet n'est pas immédiate. Et ça rentre pas dans ton résultat. Donc justement, j'ai envie de rebondir sur ce que vous venez de dire, Lorraine, pour poser une question à Claudia. Donc, dans quelle case vous mettez l'investissement société à mission? Alors, je pense dans la case des investissements rentables. Et comment cette réflexion, pour vous, vous la valorisez et vous en attendez, alors, vous êtes evergreen, vous n'êtes pas dans la durée, mais qu'est-ce qui vous fait identifier que la mission qui est mise en place, c'est quelque chose qui va, entre guillemets, dans le bon sens? Est-ce que c'est parce que c'est facteur d'innovation? Est-ce que c'est parce que ça réussit à embarquer mieux le collectif? Est-ce que c'est parce que, effectivement, ça permet de mieux identifier certains risques dans le regard des parties prenantes? C'est quoi la façon dont ça évolue et notamment
les liens que ça peut faire avec la stratégie de durabilité, où il y a un certain nombre de choses très classiques à suivre. Alors aujourd'hui, Généo investit dans des PME ETI. Et donc, dans le portefeuille, Pictet sera la deuxième société à mission, la première ayant été cédée en décembre 2024, c'est la première session. Donc, bien évidemment, on encourage les entreprises du portefeuille pour lesquelles c'est pertinent parce qu'elles se sentent prêtes, parce que elles ont un engagement voilà, qui prête également. Mais c'est pas quelque chose sur lequel on va absolument insister en permanence. En revanche, c'est là qu'on trouve un petit peu l'écho avec la question que tu poses, c'est que le sujet véritable, c'est la stratégie de durabilité. C'est la complémentarité qu'a la démarche sociétale mission avec une stratégie de durabilité structurée. L'avantage, c'est que finalement, la société à mission, rappelez-vous, hein, c'est initialement la loi Pacte, elle modifie l'article 1833 du Code civil qui précise que l'entreprise, elle doit prendre en considération ses enjeux environnementaux, sociaux. C'est là qu'en fait, le complément se voit, puisque la société à mission, elle invite l'entreprise à regarder autour d'elle, à regarder en 360, à regarder à la fois plus loin et à regarder tous les sujets qu'elle n'avait pas forcément envisagés de prime abord. Et je le mentionnais tout à l'heure, hein, le social, le sociétal, la gouvernance. Elle engage également l'entreprise à regarder sa chaîne de valeur, amont, aval, bref, à se considérer enfin comme partie d'un tout, partie d'un écosystème. Et donc, avoir une approche holistique des choses. Et ça, c'est pas que du luxe, c'est pas que des grands concepts, puisque chaque entreprise va avoir un impact positif et négatif sur le monde, direct ou indirect. Et là, tout l'enjeu d'une politique de durabilité, d'une stratégie de durabilité qui tient la route, qu'elle soit ou pas société à mission, eh bien, c'est d'interroger ces impacts-là, de les identifier, de maximiser le positif, de minimiser ou de supprimer si possible le négatif. Ça fait écho à un travail sur la double matérialité, qui est un outil fantastique à disposition des entreprises. Et cette manière d'interroger le monde, finalement, reboucle un petit peu sur ce qu'on disait sur le sujet de pérennité, hein, et de robustesse des modèles performants. Donc, toute cette action un petit peu transformative, hein, finalement, elle a tout son sens dans l'analyse que nous, investisseurs, on va avoir de nos entreprises, à la fois lorsqu'on va investir, mais aussi en période de détention. Puisqu'une entreprise qui va gérer ces problématiques-là et qui va regarder plus loin et à 360, finalement, elle va avoir des réponses beaucoup plus intéressantes à apporter au monde qu'une entreprise qui se focalise sur le long terme et sur le mouvement des agrégats financiers. Et j'aurais aussi envie d'ajouter que la question de la durabilité, réglementation par réglementation, backlash par backlash, en fait, elle ne va pas s'arrêter demain. Malheureusement, les sous-jacents sur lesquels on est assis, hein, c'est-à-dire les changements climatiques, on a quand même dépassé, au moment où je vous parle, 1,5 degré de réchauffement de la surface de la Terre par rapport aux moyennes pré-industrielles. C'était quand même l'objectif, un des objectifs des accords de Paris de 2015. On a également franchi la 7e limite planétaire, hein, la signification des océans en septembre 2025 sur 9, plus 2. Donc, ces sous-jacents-là, ils ne vont pas s'arrêter demain. Donc, les entreprises qui parient sur la durabilité, les entreprises qui décident de se structurer en utilisant la société à mission, elles sont très perdantes, quoi qu'il arrive. Et d'un point de vue durabilité éthique, entre guillemets, et aussi d'un point de vue financier. Lorraine, vous évoquiez un point singulier, en tout cas qui paraît peut-être certaines entreprises, mais pas toutes, qui que vous avez des activités historiques, d'autres plus récentes, d'autres peut-être encore à venir. On attend avec impatience le Tour City d'Epithet, parce que finalement, les maîtres de chien et chat sont aussi des personnes. Mais je me demandais effectivement si dans ce cadre-là, dans cette réflexion prospective, à la fois historique sur ce que vous étiez et imaginer le futur,
la façon que vous avez de réfléchir sur vos objectifs statutaires. C'est l'idée que forcément, c'est entre guillemets one size fits all, hein, c'est tous les objectifs devront être appliqués, je dirais, de façon transversale à l'ensemble de vos filiales. Ou est-ce qu'il y a l'idée, et c'est souvent une question qu'on nous pose aussi, de se dire, bah, en fonction de la géographie pour les entreprises à scope international ou du type d'activité, finalement, chacune va pouvoir se tricoter un petit peu son propre pull avec des mailles, c'est pour ce que je dis, des mailles de la mission statutaire. En fait, c'est l'objectif opérationnel. C'est une excellente question. Euh, c'est une excellente question parce que, effectivement, on a ce concept de groupe et, on va dire, de business unit commercial qui sont dans Kinga, Complétude, Amélis et par derrière, Évolution Support. C'est une problématique qu'on a déjà dû gérer au point de vue réglementaire. J'ai la particularité d'avoir la double casquette juridique et impact qui sont très utiles pour identifier des risques et les transformer en opportunités. Donc c'est quelque chose, c'est une problématique sur laquelle on avait déjà travaillé, dans la mesure du possible, la gestion quotidienne et évidemment transversalisée au niveau du groupe. En revanche, il y a des spécificités réglementaires qui ne vont concerner que certaines, que certaines business units, et notamment ce que je disais sur le fait de savoir si les intervenants sont des salariés directs, indirects, mis à disposition. Ça, c'était déjà quelque chose qui était connu. Donc, assez naturellement, on est parti à cette option d'avoir une raison statutaire, une raison d'être, pardon, et des objectifs statutaires qui donc ensuite sont déclinés de manière opérationnelle pour chacune des entités. L'idée étant que chaque entité doit contribuer au moins à un objectif statutaire, voire à plusieurs. Chaque objectif opérationnel serait traduit de différentes manières opérationnellement, et c'est là où il y aura certains arbitrages à faire en termes d'étalement dans le temps. Je pense en particulier à tout ce qui est partenariat en impact dans une vision un petit peu écosystémique des choses, qui est, je vais vous donner un exemple très concret, sur les sujets, par exemple, de dyslexie. La dyslexie, les dyslexiques sont très mal pris en charge par l'éducation nationale. Dans les choses que je voudrais pousser, c'est qu'on soit capable d'avoir une offre spécifique pour les dyslexiques. Et pour ça, il faut qu'on ait un partenariat, soit avec des médecins spécialisés, soit et avec les associations. On a la même problématique avec les malades d'Alzheimer, pour les personnes âgées. Ils sont pris en charge spécifique. Et on aura besoin de partenariats avec des médecins spécialisés et ou des associations d'aidants de patients Alzheimer. On trouve assez facilement, enfin moi je trouve assez facilement pas mal d'idées de partenariat qu'on ne va pas pouvoir tout faire dès la première année. Donc c'est là où, voilà, typiquement sur cet objectif statutaire que je ne me révélerai pas, mais qui est lié à la dimension partenariat impact, on va décliner de différentes manières et on en mettra pas plus d'un par business unit par année, parce que sinon ça va pas être bien. Merci. Bon, on a la confirmation que Lorraine est excessivement bien partie pour être directrice de l'innovation aussi et de la diversification. Mais c'est vrai que c'est un point important parce que ça vient encore alimenter le fait que le dispositif société à mission, c'est quelque chose qui s'adapte. C'est pas un cadre rigide dans lequel il faut rentrer de force. C'est quelque chose, effectivement, qui peut venir se colorer de la spécificité des activités, du périmètre géographique, de la complémentarité des activités. C'est vraiment quelque chose qui peut se façonner à mesure. Je regarde l'heure et si on veut se donner encore quelques temps pour les questions de la salle et à distance, j'ai une dernière question, une pour Lorraine et une pour Claudia. Alors, on parle d'un groupe investi aujourd'hui dans la société à mission, dans je vais dire un océan, en tout cas dans un contexte où tout le monde n'a pas l'air de l'être autant. Donc, Lorraine, si vous deviez convaincre un patron un peu réticent de devenir société à mission, qu'est-ce que vous lui diriez?
Pas du tout, j'ai pas eu le temps. Pour moi, les plus difficiles à convaincre, c'est pas les patrons, c'est les financiers. Alors, raison de plus. Mais les financiers au sens, j'ai envie de dire, le mauvais gars. C'est pas le bon gars, finalement, c'est le mal. J'aime bien les challenger un peu sur la définition, quand il y a la définition, la formule mathématique de la rentabilité. La rentabilité, c'est la capacité à dégager un rendement en prenant en compte temps et du risque. Et quand j'ai un peu les taquiner, je leur rappelle que dans leur compte, ils ont prévu d'amortir leurs immobilisations selon une certaine durée qui est prédéfinie. Et elle est prédéfinie parce qu'on considère que c'est à niveau de risque égal. Et donc, je leur dis, mais ça veut dire que si on ne prend pas en compte le niveau de risque et que demain, le risque augmente significativement, bah, ton niveau d'amortissement de ton immobilisation, potentiellement, il explose. Par ailleurs, c'est aussi l'avantage d'être directrice juridique en même temps. Il y a beaucoup de choses qui doivent me remonter sur des sujets impact qui me remontent par le côté juridique. Donc, quand je vois, par exemple, des demandes d'assurance sur des sujets qui étaient censés être bordés d'équerre, on m'a promis, je vais cracher les problème, on va prendre. Ça vous a coûté combien? Ah, c'est bien, ça nous a coûté combien? Oh, c'est relation de ça, c'est bien, ça nous a coûté combien? Et donc, vraiment, les patrons, les dirigeants d'entreprise sont évidemment conseillés par des personnes, des financiers qui ont les yeux sur le compte. Et il faut vraiment comprendre cette mécanique des comptes qui est de dire, en fait, sur un horizon de temps court, qui est une année, où la grille de lecture, elle est prédéfinie et elle exclut tous ces risques systémiques. Tout à l'heure, vous parlez du lien avec la durabilité. Il y en a des choses qu'on n'avait pas abordé. Si la société à mission est un cadre finalement assez souple, on peut choisir d'aller piocher des indicateurs ESG beaucoup plus classiques type CSRD. Et moi, j'avoue très sournoisement, finalement, c'est pas si ça va avec ça, donc on vient aller piocher un maximum d'indicateurs pertinents après une analyse un peu de matérialité que j'en ai fait seulement et moi-même dans mon bureau, peut-être avec Agathe, ma collaboratrice. Et en disant, ce sera bien pour les indicateurs, parce que c'est pertinent pour telle raison. Je ne vais pas aller dire, oui, la CSRD me demande. Donc, paradoxalement, et je le dis en tant que directrice juridique, c'est le pire argument pour convaincre un dirigeant de dire, la CSRD a dit que. Alors là, c'est sûr que le gars va dire, oui, oui, j'ai fait. On en parle plus tard. On va faire un réunion là-dessus plus tard. Ça ne marche pas. En revanche, parler pérennité, parler gestion de risque en étant, en se fondant sur des risques qui sont réalisés, parler gestion de risque, parler projection dans le temps, ça leur parle. Et la dernière chose qui leur parle, pareil, je un tout petit peu, dans l'exercice de la définition de la raison d'être, il a émergé l'expression qu'en fait, on servait donc des bénéficiaires à chaque étape de leur vie. Parce qu'il y avait des enfants, il y avait des adolescents, il y avait des petits, il y avait des adolescents, il y avait des personnes âgées. Sauf qu'en fait, ça reste des services en pointillés sur toute une. Et quand on creuse le sujet, on dit, mais en fait, pour les nounous, les enfants commencent à avoir besoin à la maison, il faut les faire. Peut-être qu'on aurait une offre à faire cette offre 3D, garde d'enfants, devoir à la maison. Non, le truc que je suis en train de pousser aussi, mais la merde, c'est une offre postpartum. Avoir des nounous qui viennent et également des gens qui viennent pouvoir faire la cuisine, le ménage, il y a tout ce qui fait. Et donc, c'est là on peut tout à fait transposer je parle de la gestion de risque à, en fait, il y a des opportunités business, ça ne fait pas genre. Alors, effectivement, il y a deux choses que nous livre Lorraine, hein, c'est l'équation, voilà, effectivement, pour parler des financiers, il faut parler maths, et donc je retiens ça, parce que moi je suis pas du tout ni dans la finance, ni dans les maths, donc je vais bien réaliser l'équation. Mais effectivement, c'est bien le nerf de la guerre que d'arriver à prendre en compte ces risques et à pas penser que le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est le même que celui qu'on vivra demain. Je vais bien citer mon ami Arthur Keller qui dit faut pas se dire qu'on vit les 10 plus chaudes années précédentes, mais les 10 plus fraîches par rapport à c'était mon instant d'optimisme. Mais effectivement, sur ce point
de la capacité à se projeter dans le futur, à travailler la résilience et à convaincre les financiers, il y a un premier sujet important, il nous livrait là. Et puis effectivement, cette idée de dire, bah, là encore, avec cette casquette d'innovation, vraiment, c'est une mine à idées, en fait, de réfléchir sur sa raison d'être, de venir interroger ces parties prenantes sur le regard qu'elles portent sur votre activité, et dans leur regard, de voir ce que vous pourriez être demain. C'est un exercice qui est extrêmement gratifiant pour l'interne et pour l'externe d'ailleurs. Hein. C'est toujours intéressant qu'on vienne donner son avis sur quelque chose, en particulier quand c'est une boîte avec qui on a l'habitude de collaborer. Et lui, c'est un fabuleux moteur à innovation et à idée. Donc voilà, je continue sur mon idée de l'évolution de poste de Lorraine. Et pour terminer, avant les questions, une question à Claudia aussi, pour convaincre. Alors, on a des éléments pour convaincre le financier ou le patron. Alors, comment convaincre les fonds d'investissement qui ne sont pas du tout mobilisés par la société à mission ou les financiers qui trouvent que ce serait un investissement vraiment bien limité? En volume, hein. Je pense que j'ai déjà répondu en partie tout à l'heure, hein, robustesse et pérennité. Si vous avez envie d'investir dans une entreprise qui a connaître la crise que apporte dans 2 ans, parce qu'il y a un risque qu'elle n'avait absolument pas prévu va se réaliser et va l'empêcher de libérer. Hein, voilà. Faut regarder un petit peu plus loin et il faut regarder le contour de soi, pas simplement dans ses comptes ou immédiatement sur le voie. Voilà, Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a des questions en ligne avant de passer la parole à ça? Le moment. Pas pour le moment. Elles sont encore en train de digérer ces belles éléments de réflexion. Est-ce qu'on a des questions dans la salle, que ce soit pour Claudia ou pour Lorraine? Ah, pardon. J'ai beaucoup aimé votre témoignage, notamment celui très concret de Lorraine. J'ai juste pas compris pour l'analyse du double matérialité pourquoi vous dites que vous allez la faire juste vous et votre collaboratrice et pas avec tous les services et Comment dire, c'est vital. Mais l'idée, c'est que parfois, quand les choses, quand les projets bloquent, enfin, quand les choses un peu structurantes qui bloquent, il faut savoir avancer avec le peu qu'on a. D'accord. Et en fait, je dis juste que la société à mission, c'est un cadre souple qui, en théorie, n'est pas relevé à la CSAV. Mais quand on a un minimum de connaissances sur le sujet, et il y en a énormément qui est disponible, il suffit de taper CSRD dans son féminisme, où on a à peu près 250 publications, je l'ai aujourd'hui. Bah, il faut qu'on ait un petit peu de connaissance de l'entreprise et effectivement qu'on finisse par appeler les gens à leur dire bah, tiens, ce sujet, on cherche quoi, et on risque, et quelque chose. Elle peut se retrouver à poser les bases avec l'analyse de maths, mais sans avoir besoin de l'annoncer. Parce qu'en fait, parfois, il y a des effets d'annonce qui vont crisper, alors que, en fait, le fond du travail peut être fait, entre guillemets, en chambre, et le résultat peut être produit, et si c'est pertinent, et ça le sera, et ben, en fait, c'est là où on gagne une adhésion de nos interlocuteurs. Ils se disent, mais comment tu as pensé à ça? C'est une analyse de maths. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait la prolonger avec un consultant. T'as pas envie de bloquer. Mais voilà, c'est cette idée, c'est là où je reviens que ce principe de la pensée clé, où parfois on peut avancer à la pensée clé. Oui, je pense que juste que vous allez peut-être prendre des gens un peu dans les différents services qui sont déjà engagés pour avoir quand même un regard, on va dire, de chaque métier, mais avec déjà des gens qui sont au courant des sujets et qui sont peut-être allés sur le site, le portail RSE, où il y a les stratégies, enfin, les rapports spécialisés qui ont été publiés, etc. Alors, il y a déjà eu des consultations qui ont été faites en interne, Ah, mais après, à nouveau, il s'agit, comme monsieur Jourdan, de faire de la prose sans dire. C'est tout à fait possible d'appeler, caler une réunion sur un sujet donné avec quelqu'un, mais il n'y a pas forcément besoin d'intituler la réunion analyse de double matérialité. D'autres questions? Toujours en ligne? Toujours pas. Si j'en ai une, par rapport à la comptabilité du Caire, je voulais savoir quelle était votre opinion là-dessus. Est-ce que vous pensez que ça va, à un moment donné, prendre de l'ampleur, de révolutionner la manière dont on valorise les entreprises?
Ça manque que de Alors moi, je suis très convaincue. Après, faudrait que je me replonge dans mes petites fiches pour entre quelle et liste savoir laquelle, sur laquelle je vois le plus. Je pense que pour une partie de la population qui a besoin de voir les choses de manière chiffrée et dans un tableau, ce sera essentiel d'en arriver là. Et donc, je suis convaincue que la CSRD est le parent du corps comptable général et que c'est extrêmement dommage que tous ces débats à l'heure actuelle, c'est une énorme perte de chance et voilà, on ne va pas. Après, il restera des gens, comme par exemple le gars, qui n'ont pas besoin que les choses soient chiffrées pour être convaincus que, bah oui, il faut agir pour le changement climatique. Et, euh, et c'est là où c'est vraiment après la fonction des interlocuteurs, presque une stratégie de communication à avoir, sur la technique de la finale avec les investisseurs, sur la technique de la France avec sur la technique de l'analyse de diplomate, sans que ce soit précisé comme ça. Mais oui, enfin, il y a des gens qui ne pensent que avec des chiffres et que dans un tableau Excel, qui en dehors d'un tableau Excel sont totalement perdus. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est, je ne suis pas spécialiste, peut-être petit, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est relativement normé, est-ce qu'il y a vraiment un peu de chemin à parcourir, qui est un référentiel, on va dire, Ça va citer. Vous parlez de la compta en CARE. Oui, bah, il y en a même un peu plus que ça. Rien qu'en France, il y en a 5. Hein, il y a celui de Gift qui est né à Audencia. Il y a celui, bien sûr, de CARE, d'Alexandre Rambaud. Il y a celui qui a été mis en place. Il y a des cabinets qui se sont posés la question de justement comment on pouvait avancer sur un référentiel comptable commun. Il y a Goodwill Management qui est en plus adossé à un cabinet Curti qui peut venir évidemment pousser ça. Il y a le cabinet de Saint-Front aussi. Et il m'en manque un 5e. Bon, après, c'est très français sur un sujet donné de se dire bah, je vais faire différemment de mon voisin, comme ça on avance 5 fois que d'avancer groupé. Il y a sûrement de très très bonnes raisons. Enfin, je connais partie le ressort entre Licht et le modèle CARE, mais voilà, c'est des partis pris différents, mais des fois c'est la fin qui vaut mieux que. Donc ça, c'est pour ce sujet-là. C'est encore en phase d'expérimentation. Alors, il y a les entreprises qui expérimentent avec CARE, il y a les entreprises qui expérimentent avec Lift. CARE est plutôt en train d'être enfin, ils étaient précurseurs et ils continuent à l'être. C'est assez robuste, tout l'enjeu, effectivement. Et c'était un peu, c'est un peu triste que la CSRD soit détricotée, même si on connaît ses travers. C'est que ça devait autoriser la comparabilité, ce qu'on appelle l'interopérabilité, et que c'était le premier pas justement pour pouvoir se dire, bah tiens, est-ce qu'on peut un jour avoir des bilans comptables qui soient plus simplement uniquement le reflet de la performance économique, mais aussi de la façon de gérer les capitaux sociaux et environnementaux, et ça implique d'avoir des indicateurs communs, indépendamment du fait que, voilà, chiffrer la façon dont on a fait prospérer ou on a détruit ces capitaux-là est toujours un peu plus complexe à formaliser, hein, que ce soit sur le social. C'est pas pour rien qu'on parle que du carbone, parce que finalement, l'empreinte carbone est plus facile à mesurer que l'empreinte sociale ou l'empreinte biodive. Il y a beaucoup de sujets là-dessus. Mais c'est évidemment une première étape enfin, une première étape. En tout cas, dans l'idéal, c'est une arrivée au moins incontournable. Et c'est vrai que la CSRD détricotée, ça ne nous aide pas totalement. Mais il n'y a pas besoin d'avoir la carotte pour avancer sur le chemin. Bon, encore une expression. Et Laura. Oui. Je pense vous apporter une petite contribution. Je travaille dans un écosystème d'entreprises retail et c'est pas simplement comptable à aboutir au capital humain, naturel, environnemental. J'aimerais aussi que ce soit le cas, mais on voit bien les limites et les complexités. Par contre, sur une étape de 10 ans, enfin simple, on est dans les plans d'AGA, la de la qui sont quand même connus de leurs intérêts, 12, 20. Alors, au début, on a dit que c'est un boost. Et on lui donnerait plus. Maintenant, on va l'intégrer, et un jour, ça disparaîtra. Quand ça deviendra une évidence, si vous faites le métier, c'est que vous le faites. Retenez, l'innovation, c'est toujours ridicule, puis coupable, et puis ça devient évident. Hein. Il y a derrière donc on est entre ridicule et évident. Bon, donc, ça peut avoir du sens que
un de vos présidents, directeur général, trouve que l'idée n'est pas mauvaise de mettre dans les plans d'action gratuite des 4 ou 5 dirigeants, ou des 40 dirigeants sinon, que les indicateurs que vous voulez pousser soient pris en compte. Déjà, je crois que chez Généo, vous avez aussi, tu pourrais expliquer un peu, une forme de motivation. Donc, comme chacun n'est pas limite de ses intérêts, ça peut être sympa de constater que si on a créé de la valeur autre que financière, finalement, on est récompensé. Oui, effectivement, on est en réflexion sur la doctrine sur le partage de la valeur, des valeurs, à voir comment on les appelle exactement. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où on arrive à se mettre d'accord sur les indicateurs qu'on va réussir à suivre, les indicateurs qu'on suit, c'est un indicateur qu'on est capable de mesurer dans un premier temps. C'est important d'avoir en tête, hein, parce que les collecte des indicateurs sur des entreprises qui ont plusieurs sites, etc. Fiabiliser la donnée, c'est pas toujours facile, hein. À partir du moment où on se met d'accord sur les indicateurs qui sont reliés au modèle d'affaires, qu'on sait calculer, qu'on sait fiabiliser, quand on a envie de mesurer l'évolution avec une cible sur laquelle on va tous se mettre d'accord, bien évidemment, lorsqu'il s'agit d'indicateurs extra-financiers, voire même d'indicateurs d'impact, les mettre au cœur des préoccupations des dirigeants en les associant à la rémunération variable, à des attributions d'actions gratuites, ou à des mécanismes plus globaux de partage de la valeur qui va être proposé aux salariés des entreprises. Ben là, ça permet vraiment de transformer le fonctionnement d'une organisation, puisque on rend ultra concret et ultra opérationnel un objectif global d'une entreprise. La décarbonation, si vous mettez dans les objectifs l'attribution d'actions gratuites, c'est ce qu'on a fait avec les entreprises en portefeuille, le fait de devoir, un, mettre en place une trajectoire de décarbonation, et deux, de devoir diminuer les émissions de GES de temps année après année. Ensuite, ça rend ça fait de la motivation. D'autres questions? J'ai peut-être une question, parce que c'est très intéressant, c'est peut-être plutôt pour toi, Claudia. Justement, est-ce qu'on voit peut-être dans la communauté des acteurs financiers d'autres, un mouvement peut-être dans le sens auquel vous allez en tant que société comme Généo, pour demander plus d'actions, on va dire, de fonds sur la durabilité, l'ESG, pourquoi pas la société. Donc, est-ce qu'on voit quelque chose qui change au Parlement? Si tu peux nous éclairer là-dessus, et quel est votre rôle là-dedans aussi, en tant que société? Alors, pour répondre de manière extrêmement objective à la question, on a fait un benchmark l'année dernière, l'ensemble des fonds impact qui sont référencés par France Invest. France Invest, c'est, on va dire, l'organisme professionnel qui réunit les investisseurs français. Sur 65 fonds impact, donc il y a 65 fonds impact auxquels on avait depuis l'année dernière. Et donc, en fait, on les a analysés en fonction de différents critères environnementaux, sociaux, gouvernance et de leur capacité à influencer les entreprises dans lesquelles elles sont. Et donc, sur la base de leur documentation publique, on s'est rendu compte que les actions des fonds sont assez variables. Finalement, la notion de l'accompagnement des entreprises, elle est encore minoritaire. Après, les fonds d'investissement, ils vont agir soit comme des fonds activistes, hein, on peut le voir parfois, et là, dans ce cas-là, on est pas sur des private equity, mais on va être sur des fonds qui vont avoir des assemblées générales, demander, poser des questions à des entreprises, les interroger sur leur action ou action climatique, ou au contraire, là récemment, on a souvent un Norvégien, par exemple, qui s'est opposé, je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire, s'est opposé à la proposition de rémunération d'Elon Musk, qui était de 1000 milliards sur 10 ans, en estimant que peut-être un petit peu voilà, excessif. C'est fou, voilà, déjà, c'est pas non plus, c'est pas la boutique du coin non plus. Voilà, donc les fonds sont aussi en mesure d'intervenir, mais en tout cas, de ce que de ce que les publications qu'on a pu analyser l'année dernière nous ont montré, c'est que l'accompagnement des fonds à impact, l'accompagnement que nous on fait au quotidien, en tout cas, la documentation de la disposition, c'est encore marginal. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut simplement dire qu'en tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à voir aujourd'hui dans les rapports où c'est une situation manipulée. Pour autant, on s'en rend compte, là, j'ai l'impression que ça a une vraie valeur ajoutée.
ne serait-ce que du fait de la relation de confiance qu'on arrive à tisser avec les entreprises qui sont en portefeuille. Juste pour terminer là-dessus, si je devais faire le parallèle entre mes métiers de consultante d'avant et mon métier d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand on est consultant, ben, on va avoir un client et puis on va l'accompagner pendant 6 mois, pendant 1 an. Et après, en fait, s'il n'y a pas de mission, que mission, ben, en fait, l'accompagnement va s'arrêter. Alors, en fait, quand vous êtes investisseur, oui, on s'arrête quand ça désinvestit. Et encore, aujourd'hui, je suis au comité de mission de l'entreprise, le premier des investissements de décembre 2024. En fait, on n'a pas de tout les parents. Donc, cette relation de confiance qui s'instaure là, elle permet aussi de créer une réalité dans l'accompagnement et de l'ancrer à la fois sur le temps long, mais aussi dans les pratiques au quotidien. Et ça, je pense que c'est vraiment précieux. Les différences sont là. Merci. Et juste une dernière question, il y en a pas mal qui me demandent si le support sera envoyé, quand ils ont très intéressés. Le support ou le replay? Le support. Le support, le replay. Oui. On va appeler sur la semaine prochaine plutôt. Hein. Voilà. Ouais, On va tout envoyer Ok. et on enverra tout la semaine prochaine. très bien. Bon, bah, très bien. Bah, il est presque 6 heures. On va passer le temps de conclure et de vous offrir l'opportunité d'échanger un petit peu autour de quelques verres et quelques petits amuse-gueules. En gros, le but de cet après-midi, c'était de se donner de l'espoir et de se dire que quelque chose qui est né en 2019 et qu'à l'époque, enfin, les films le rappelaient, hein, la loi Pacte sur cette partie-là, il y a quand même eu, moi je regardais ça de très près, hein, beaucoup d'allers-retours entre l'Assemblée et le Sénat. On ne parlera pas des lobbying divers, enfin, c'est assez précise, qui faisait que justement la loi Pacte aurait pu être encore plus, je dirais, contraignante. Mais en fait, avec le regard d'aujourd'hui et ce qu'on a pu vivre avec la CSRD, finalement, c'est plutôt une bonne chose qu'elle était moins contraignante. Parce qu'un exercice, et j'ai pu le vivre en accompagnant une entreprise qui avait des fonds publics et dont Bruno Le Maire avait imposé qu'à la fin 2021, il devait y avoir une raison d'être statutaire. Et quand on embarque, enfin, quand une entreprise embarque sous la contrainte, ça donne pas le meilleur des résultats. Donc, effectivement, c'est une confirmation que ce cadre souple, ce cadre assoupli qui est celui de la loi Pacte par rapport à la raison d'être de la société à mission, c'est quelque chose de très bénéfique auquel se raccrocher dans ce contexte où voilà, la pression réglementaire est vécue comme une contrainte, un empêchement à la liberté, hein, puisque ce thème de liberté est très réorienté ou revisité aujourd'hui. Et puis un espoir effectivement pour se dire finalement les témoignages qu'on a eus, que ce soit au niveau d'Easycash et de l'harmonie mutuelle, c'est toute cette capacité qu'a ce mouvement d'entreprise à mission à faire bouger l'interne, à créer des nouveaux liens avec les parties prenantes. Avec Lorraine, on a encore la démonstration que c'est un formidable poumon d'innovation et d'idées justement pour se réinventer sur son ADN, pour capter ce qui fait la pérennité de l'entreprise dans sa finalité, mais sa diversité dans la façon dont elle s'exprime. Et puis, c'est cette idée de bascule aussi. Hein. Johan nous a parlé voilà, d'un certain nombre d'entreprises. Il y en a presque 2300 aujourd'hui. Elles sont de plus en plus importantes. Et même dans le contexte réglementaire actuel, on voit bien que les entreprises continuent à devenir sociétés à mission. Donc, il y a vraiment cet élan qui est là. On voit l'élan que ça crée à l'intérieur des entreprises elles-mêmes au niveau des collaborateurs, en embarquement. On voit l'élan que ça crée au niveau européen avec la Belgique qui a envie de monter à bord, la Hollande, ça fait pas mal de temps qu'ils en parlent, peut-être demain effectivement un statut équivalent au niveau européen qui porterait les couleurs du Green Deal qui est un peu flétri en ce moment. Donc voilà, c'était le but d'aujourd'hui, de se donner de l'espoir. Maintenant, les financiers embarquent derrière les néo pour une finance plus responsable et plus à l'écoute de ce qui fait la résilience y compris que des risques futurs. Donc, j'espère que vous avez, vous aussi, capté cet espoir qu'on avait envie d'impulser.
Et puis je laisse la parole à Claudia pour le mot de la fin, puisque c'est finalement grâce à elle que cet événement a été possible, grâce à elle et Fanny. Donc on remercie encore Généo et je laisse donc à nos autres le mot de la conclusion. Surtout qu'après, il y a des verres et. Merci beaucoup. Tout a été dit. Ah, rien. Tout à fait bon. Et ben, on sait pas où aller. Voilà.